Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique pour ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui je vais vous parler des objets dynamiques, comment et pourquoi les utiliser. C'est parti. Alors commençons par voir ce que sont les objets dynamiques. Il s'agit d'un type de calque particulier qui vont nous permettre par exemple d'employer normalement des filtres qui sont destructifs de manière non destructive, de manière à protéger notre image. Voyons déjà un petit peu comment commencer par en créer un. Donc par exemple ici j'ai pris une photo réalisée à Strasbourg comme exemple et vous voyez qu'ici j'ai ma photo de base qui est simplement ouverte dans Photoshop. Donc j'ai déjà fait un pré-traitement dans Lightroom et je me retrouve ici dans la situation de base avec un seul calque qui est le calque d'arrière-plan qui contient mon image. La première chose que je fais toujours quand je commence à travailler, c'est le dupliquer de manière à toujours garder l'original. Donc pour ça je vais faire CTRL-J ou alors éventuellement ce que je peux faire aussi, je peux simplement prendre le calque ici et aller le mettre sur la petite icône comme on en a déjà parlé dans la vidéo sur les calques. Maintenant pour convertir ce calque en objet dynamique, ce que je vais faire c'est faire un clic droit dessus et aller à ce moment-là dans convertir en objet dynamique. Je clique, Photoshop va travailler et il va transformer ce calque donc en un objet dynamique. Une fois que c'est fait, vous allez voir l'icône ici apparaître en bas à droite sur le calque qui indique qu'on a bien un objet dynamique qui est créé. Alors qu'est-ce que ça va changer? En fait ça va changer la manière dont vous allez travailler avec ce calque. Par exemple si j'essaye de peindre sur ce calque là, il me met un message d'erreur simplement parce qu'il ne s'agit plus d'un calque pixelisé, un calque d'une image normale. Donc je ne vais pas pouvoir dessiner directement dessus. Du coup à quoi ça sert? Mais justement à appliquer les choses que normalement on ferait sur un calque normal, mais en ayant la possibilité de revenir sur nos réglages. Donc pour vous montrer la différence, je vais commencer déjà ici par renommer celui-là comme étant objet dynamique. Voilà, aucune obligation de ce côté-là, c'est pour y voir clair. Je vais maintenant le désactiver et je vais faire une duplication de calque normale de mon arrière-plan. Et donc par exemple ici, imaginons que je veuille appliquer un flou gaussien sur cette image. Alors pourquoi? Simplement pour l'intégrer dans un effet par exemple. Donc je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et là je vais prendre une valeur de flou quelconque. Et voilà, maintenant j'ai mon calque qui est là. Si je voulais l'employer tel quel, ce serait très bien. Mais au moment où j'applique ce flou, je me rends compte que la valeur que j'ai employée n'était pas la bonne. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer mon calque, je dois repartir de zéro, le recréer et réappliquer le flou. Ce qui est forcément contraignant, puisque du coup, chaque fois que je vais faire une modification, chaque fois que je vais revenir en arrière sur ce que j'ai fait, je dois tout recommencer. Et donc, si jamais vous n'avez pas dupliqué le calque de base que vous avez employé, vous avez totalement perdu votre image de base, vous pouvez repartir de zéro. Et c'est là que les objets dynamiques prennent toute leur importance. Ici, donc, je supprime mon essai, je vais réutiliser mon objet dynamique. Et donc, cette fois-ci, au lieu d'appliquer le flou gaussien sur le calque normal, je vais l'appliquer sur l'objet dynamique. Donc, je choisis l'objet dynamique, je vais dans Filtre, Flou, et je vais prendre Flou gaussien. Et là, je vais mettre une valeur quelconque, peu importe. Voici, par exemple, une valeur de base. Vous voyez qu'ici l'affichage est maintenant différent puisque j'ai mon objet dynamique et vous avez en dessous une série d'éléments qui vont être listés sous filtre dynamique. Alors je n'ai appliqué qu'une seule modification ici, donc je n'ai qu'un seul filtre. Mais vous pouvez déjà voir que par exemple vous pouvez activer ou désactiver les filtres que vous avez mis dessus et vous pouvez les activer, désactiver chacun à leur tour si vous voulez. Là où les objets dynamiques commencent à vraiment être intéressants, c'est que à partir du moment où vous avez utilisé cette méthode-là, vous pouvez revenir sur les réglages que vous avez fait. Donc par exemple ici, je fais un double clic sur flou gaussien, il me réouvre la fenêtre du flou gaussien actuel et je peux le modifier. Et vous voyez qu'ici maintenant, si j'ai changé la valeur, vous voyez que mon calque est bien modifié et je n'ai pas perdu les informations qui sont dedans. C'est-à-dire qu'ici, je peux à tout moment revenir sur mon réglage et le faire. Donc vous voyez que ça va vous permettre d'appliquer des filtres qui normalement sont destructifs de manière non destructive simplement parce qu'on va encapsuler l'image dans un objet dynamique et on va appliquer ensuite ces filtres sur l'objet dynamique. Et donc Photoshop va dynamiquement nous montrer le résultat. Autre chose intéressante, c'est qu'à tout moment, vous pouvez aussi supprimer un des filtres que vous avez mis dessus. Par exemple, ici, le flou gaussien, s'il ne m'intéresse pas, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire supprimer le filtre dynamique. Et à ce moment-là, mon image est redevenue comme avant. Il a supprimé totalement les filtres dynamiques qui sont dessus. Dès que votre calque est transformé en objet dynamique, vous allez pouvoir donc appliquer tous les filtres que vous retrouvez ici dans le menu filtre qui normalement sont destructifs de manière dynamique. Un par exemple qui peut être intéressant, c'est le filtre Camera Raw qui est en fait l'équivalent de Lightroom en version simplifiée. C'est exactement le même moteur de traitement, mais vous allez donc pouvoir l'appliquer dans Photoshop directement sur un calque. Donc par exemple ici, si je fais filtre Camera Raw,
Je vais donc avoir un affichage qui me montre Camera Raw avec tous les réglages similaires à Lightroom, comme si j'avais ouvert mon fichier d'image dans Lightroom. Bien sûr ici, c'est l'image pixelisée, ce n'est plus le RAW. Donc les modifications que je fais ici seront des modifications qui n'auront pas tout à fait le même effet que si je les ai fait sur un RAW, mais ça va me permettre parfois de profiter de certains effets qui sont plus pratiques à utiliser dans Camera Raw que dans Photoshop. Un exemple d'utilisation de Camera Raw à l'intérieur de Photoshop, c'est par exemple le passage en noir et blanc. Quand vous passez une image en noir et blanc dans Camera Raw ou dans Lightroom, vous avez la possibilité de jouer sur plus de sliders que dans Photoshop et donc d'avoir de meilleures gestions des nuances de couleurs et donc d'ajuster un petit peu plus le rendu des luminosités en fonction des canaux de couleurs que vous pouvez le faire avec le module noir et blanc de Photoshop. Alors par exemple ici, voilà, je fais mes réglages quelconques, je fais OK. Et vous voyez que de nouveau, Camera Raw est venu se placer en tant que filtre dynamique au niveau de mon image sur mon objet dynamique. Et quand je refais un double clic sur le filtre Camera Raw, je retrouve bien sûr tous les réglages tels que je les avais faits et ça me permet à tout moment de venir les modifier. Donc ça veut dire que je vais en permanence pouvoir revenir en arrière et retravailler sur la partie inférieure de mon traitement d'image. Par exemple, si ici au-dessus je mets une courbe de manière à donner un rendu un petit peu différent, je vais dire voilà, je vais faire un côté un petit peu vieilli en écrasant la plage dynamique. Voilà, j'ai une image qui donne un côté un petit peu vieilli. Du coup, ici, si maintenant je dois revenir en arrière sur mon traitement en noir et blanc parce que je n'aimais pas le rendu de base, je peux à tout moment revenir sur le filtre Camera Raw, aller ajuster par exemple ici les canaux de couleurs pour rééclaircir les jaunes, remettre les verts un peu plus normalement, rééclaircir les rouges, etc. Dès que je fais OK, les modifications ont été faites directement au niveau de l'objet dynamique et mon rendu est adapté, donc ça veut dire que en aucun cas je ne dois refaire toute la démarche précédente. Un autre cas qui peut être intéressant pour utiliser les objets dynamiques, c'est quand vous passez de Lightroom à Photoshop. En fait, vous pouvez de Lightroom directement exporter une image dans Photoshop en tant qu'objet dynamique, ce qui va vous permettre à tout moment de revenir sur vos réglages du fichier RAW de base. Je vous montre comment faire. Donc je vais ici dans Lightroom, j'ai une photo de base que j'ai pris hier à Bruxelles, derrière mon boulot. Je vais dire par exemple, ok, cette photo-là, je veux maintenant l'éditer dans Photoshop. Et je voudrais aussi pouvoir à tout moment revenir sur mes réglages de Lightroom. Donc notez bien ici par exemple les réglages qui sont mis. Vous voyez qu'au niveau de l'exposition, j'ai moins 0,33, j'ai moins 18 de contraste, etc. On va voir qu'on va pouvoir retrouver ces réglages-là et les ajuster après dans Photoshop. Donc maintenant pour le passer dans Photoshop en tant qu'objet dynamique, je vais faire un clic droit, je vais faire modifier dans, ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Je laisse Photoshop ouvrir l'image. Mon image est maintenant ouverte dans Photoshop et vous notez également le petit icône d'objet dynamique qui est indiqué. Ça veut dire que tous les filtres que je peux appliquer dessus s'appliqueraient de manière non destructive, mais ça veut dire aussi que je peux revenir sur mes réglages Lightroom que j'ai fait avant. Je vous montre ça. Donc par exemple ici je vais créer une courbe de tonalité de manière à améliorer un petit peu le contraste. Donc je descends un peu les basses lumières, j'augmente un peu la lumière, ce qui augmente nettement le contraste et un petit peu la saturation aussi. Et là je me dis bon ok c'est bien, mais au final je suis pas tellement content de la température de couleur de ma photo, je voudrais revenir avant. Je pourrais le corriger dans Photoshop, mais tant qu'à faire, si je peux le corriger au niveau du RAW, c'est mieux. Donc je vais simplement faire un double clic sur l'icône, et comme vous le voyez, il m'a ouvert la photo, cette fois-ci non pas dans Lightroom, mais dans Camera Raw. Or Camera Raw c'est exactement le même moteur de développement que Lightroom, et donc je retrouve tous les sliders que j'avais là. Et donc par exemple, je peux décider de changer la température de couleur pour un petit peu la réchauffer, comme ceci. Vous voyez que le rendu a changé ici, et du coup maintenant quand je valide, il va m'appliquer la modification directement dans l'image ici, le temps d'avoir le rendu, et là j'ai donc les modifications appliquées sur le fichier RAW qui sont directement intégrées dans Photoshop. Et à tout moment, je peux refaire un double clic dessus, il me le réouvre, et je peux revenir sur une valeur qui me plaît un peu plus ici. Je fais OK. Il va passer un temps à le traiter et il va me l'afficher de manière correcte. Ça veut dire que vous travaillez de manière totalement non destructive et qu'à tout moment, vous pouvez revenir en arrière. Alors concrètement, il existe deux types d'objets dynamiques, les objets dynamiques de type lié et les objets dynamiques de type incorporé. La différence se situe au niveau du contenu de l'objet dynamique. Si vous avez un objet dynamique lié, ça veut dire que le contenu est dans un fichier externe à l'image que vous traitez actuellement. Si c'est incorporé, ça veut dire que vous l'avez mis dans l'image d'une manière ou d'une autre. Chose intéressante avec les objets dynamiques, c'est que quand vous les copiez, en fait, les copies sont liées entre elles. Et donc, si vous faites une modification sur le contenu de la copie, je ne parle pas des filtres que vous appliquez dessus, mais bien le contenu, l'image, à ce moment-là, ces modifications vont être appliquées également sur les autres. Donc ici, pour vous montrer ça, je vais d'abord commencer par pixeliser mon calque. Alors simplement parce qu'ici, mon objet dynamique est toujours un objet en fait fichier RAW et les modifications que je vais faire ne pourront pas être appliquées sur ce fichier-là. Donc pour pixeliser un calque, quand vous voulez vraiment finaliser les choses, vous faites un clic droit dessus et vous faites pixeliser le calque.
Maintenant, ce calque, comme d'habitude, je vais commencer par le dupliquer comme si c'était un nouveau fichier. Donc je fais CTRL-J. Je fais un clic droit et je le convertis en objet dynamique. Ça, ce sera mon objet de référence, celui qui va me servir de base pour créer d'autres objets dynamiques qui auront exactement le même contenu à la base. Mon objet dynamique est créé, je vois que l'icône est là. Je vais l'appeler base, comme ça je peux le distinguer après. Et maintenant, je vais en faire une copie, donc CTRL-J ou Command J si vous êtes en Mac. Alors pour l'exemple, je vais appliquer le principe du filtre passe haut pour la netteté. Donc je vais simplement renommer ce calque-là ici. Je vais l'appeler donc netteté, voilà. Donc selon ce que je vous ai dit, si je modifie l'objet dynamique base, vu que netteté est un objet dynamique qui est une copie de l'autre, toutes les modifications que je fais sur la base devraient avoir une répercussion sur netteté. Donc le but ici d'avoir ces deux objets, c'est d'avoir un qui sert de base et l'autre qui va servir pour appliquer les effets. De telle sorte qu'à tout moment, si par exemple je veux modifier un détail dans l'image, je puisse le faire sur la base et qu'automatiquement tous les objets dynamiques qui ont été copiés soient mis à jour. Donc ici, je vais appliquer le principe de la netteté. Donc pour ça, je vais faire un filtre divers passe haut. Et je vais appliquer un réglage un petit peu moins fort que ça quand même, quelque chose comme ceci. Et maintenant, j'ai passé mon filtre en lumière tamisée. Et là, si je regarde maintenant de près, j'ai bien l'effet de netteté qui a été appliqué. C'est assez facile à voir au niveau des jointures des verres. Vous voyez quand même une belle amélioration de la netteté. Si maintenant je me rends compte que dans l'image il y a des modifications que je n'ai pas faites, donc par exemple il y a ce seau en plastique là qui est dans l'eau ici, qui est juste affreux, si je veux le supprimer maintenant, ça veut dire qu'avec la méthode traditionnelle, je vais avoir l'application de la netteté qui va être dépendante du seau, or le seau ne sera pas là, ce qui va créer des artefacts dans l'image, et donc on va voir la retouche. Donc ici moi ce que je veux c'est supprimer ce seau là et qu'automatiquement la netteté soit corrigée. Mais comme j'ai créé un objet dynamique et j'en ai fait une copie pour appliquer la netteté, c'est-à-dire que si je modifie ma base, je vais automatiquement modifier mon calque de netteté. Donc pour modifier un objet dynamique, c'est toujours la même chose, vous faites un double clic dessus. Et dans le cas où cet objet dynamique a été créé à partir d'un calque de pixels, une image normale, donc pas quelque chose comme un fichier RAW qui vient de Camera Raw, il va à ce moment-là vous ouvrir un fichier de type PSB. En fait, c'est un fichier qui est inclus dans l'autre, qui va vous permettre en fait d'isoler, si vous voulez, d'encapsuler les modifications. Je vais maintenant le modifier, donc je vais zoomer en gros plan pour voir. Donc cette partie-ci ne tient pas compte du filtre de netteté que j'ai appliqué, puisqu'on est sur l'original. Donc ici, je vais essayer de supprimer ce saut-là. Ça va pas être facile parce qu'il y a des problèmes de perspective, mais si je me base sur des éléments qui sont alignés, je devrais pouvoir faire un résultat relativement propre. Je vais faire ça rapidement. Je prends un point de référence ici. Je vais essayer d'aller coller ça à un endroit où visuellement ce ne sera pas trop dégueu. Et ensuite, je vais essayer de faire disparaître ce saut. Voilà, c'est déjà pas trop mal. Je vais le faire en plusieurs étapes. Je vais maintenant essayer de corriger un petit peu la partie qui est pas très belle ici. Je vais prendre un élément ici, je vais un petit peu repasser dessus pour essayer d'un petit peu atténuer les différences et éventuellement peut-être encore un petit peu atténuer ici, mais de toute façon il y avait quand même de l'eau qui coulait. Maintenant je repasse un petit peu ici pour faire juste en sorte que les tonalités collent un petit peu mieux, voilà comme ceci. Ça sera de toute façon pas parfait. Je passe comme ça, je dézoome et j'ai quelque chose d'assez propre. C'est fait rapidement, je pourrais faire mieux, mais le but n'est pas ici. Une fois que j'ai fait mes modifications, la seule chose qui me reste à faire, c'est les enregistrer. Donc je vais faire CTRL S ou Command S si on est en Mac. Vous voyez qu'il sauvegarde. Alors c'est relativement long parce qu'en fait ici c'était un panorama de plusieurs images à 35 mm. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc maintenant que mes modifications sont faites et sauvegardées, je peux simplement repasser sur l'autre. Je peux même éventuellement fermer le fichier ici. C'est pas une obligation. Dès que vous avez sauvegardé, la modification sera appliquée de l'autre côté. Donc, je reviens sur mon fichier d'origine. J'ai bien ici mon calque de base. Donc, je vais désactiver la partie netteté. Vous voyez que ça a bien été modifié, forcément, puis c'est ce que j'ai fait là. Mais si maintenant, je vais appliquer la netteté, je vais constater aussi que je n'ai pas d'artefacts qui sont créés au niveau de cette partie-ci, simplement parce que les modifications faites sur la base ont été répliquées sur l'autre ici. Donc pour bien vous le prouver, je vais faire quelque chose de très grossier ici. Je vais simplement prendre l'image et je vais aller tracer une forme dedans. Voilà, je prends le rectangle, je vais tracer un grand rectangle ici, un beau rectangle noir qui sert strictement à rien, je sauvegarde, donc j'ai créé ce rectangle qui ne sert à rien, mais je l'ai sauvegardé, du coup maintenant ici, quand j'ouvre ma photo, vous voyez que le cadre est apparu là aussi. Alors, je vais désactiver la netteté pour l'instant, vous voyez qu'il est bien dans le calque de base,
mais il est également dans le calque de netté puisque le fichier que j'ai modifié est celui qui est en fait utilisé dans le contenu de ces deux objets dynamiques là. Toutes les modifications que vous allez faire dans ce fichier qui est en fait donc le contenu de l'objet dynamique va être répercuté dans tous les objets dynamiques qui le contiennent. Donc de nouveau ici, je peux simplement supprimer mon rectangle, sauvegarder, et maintenant que mes modifications sont sauvegardées, je peux revenir sur mon fichier d'origine et mon rectangle noir a disparu. À côté de ça, un objet dynamique va fonctionner comme n'importe quel calque. Vous pouvez très bien, par exemple, lui appliquer un masque de fusion, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Donc, par exemple, ici, si ma netteté, je voulais pas l'appliquer sur toute l'image, je vais simplement créer à ce moment-là, ici, en cliquant sur le bouton, un masque de fusion, et je peux à ce moment-là peindre en noir les parties où je ne veux, par exemple, pas de netteté appliquée. Donc, par exemple, dans le ciel, au niveau des plantes, par exemple, ceci. Vous voyez que j'ai bien un masque de fusion qui se crée, j'ai appuyé sur Alt et j'ai cliqué sur la vignette. Du coup, si je vais voir maintenant au niveau de mes arbres, on va constater ici, par exemple dans les plantes, que en faisant un avant-après, je n'ai pas de modification au niveau de la netteté puisque je l'ai masqué au niveau de mon masque ici. Mais par contre, si je vais bien voir au niveau de mon bâtiment, si je fais un avant-après, j'ai bien la netteté qui est appliquée. Donc les objets dynamiques vous permettent d'appliquer des modifications normalement destructrices sur quelque chose qui est protégé, emballé à l'intérieur d'une espèce d'enveloppe, mais vous allez ensuite employer ces objets dynamiques comme n'importe quel calque. Comme vous l'avez vu, j'ai pu créer un masque de fusion, mais j'ai également pu mettre un mode de fusion en jouant dessus pour notamment appliquer la méthode comme ici pour la netteté en passant le calque en lumière tamisée, mais vous voyez que tous les autres sont disponibles également. Donc pour récapituler les objets dynamiques, il s'agit donc de calques un peu particuliers qui vont permettre d'emballer un contenu et d'y appliquer ensuite des filtres qui sont normalement destructifs mais de manière dynamique. L'avantage est donc que vous pouvez revenir sur le réglage après de manière à pouvoir les ajuster comme on l'a vu avec le flou ou éventuellement encore avec le filtre passe-haut. Dans les propriétés intéressantes des objets dynamiques, on retrouve le fait que les copies sont liées entre elles, et donc ça va nous permettre par exemple d'avoir plusieurs objets qui contiennent la même information à la base, sur lesquels on va appliquer des filtres différents pour cumuler différents effets, mais l'avantage c'est quand on modifie le contenu de l'un de ces objets dynamiques, le contenu des autres objets dynamiques copiés de celui-là vont agir exactement de la même manière et seront donc mis à jour, comme on l'a vu avec l'image où j'ai rajouté par exemple le rectangle et que je l'ai supprimé. Vous avez bien vu qu'en modifiant un, l'autre s'est modifié avec, ce qui évite de devoir faire plusieurs fois le même boulot ou pire encore de devoir tout reprendre à zéro. Voilà donc pour ce nouveau tutoriel Photoshop, j'espère avoir été clair concernant les objets dynamiques. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'utiliserai sans doute cette vidéo comme base pour d'autres en fonction des types de retouches que l'on fera sur les photos. Du coup, ça m'a permis d'un petit peu introduire le sujet et de vous montrer les fonctionnalités. Vous voyez que ça a beaucoup d'avantages. Maintenant, n'oubliez pas non plus que l'utilisation des objets dynamiques demande un petit peu plus de ressources à votre machine et peut parfois un petit peu ralentir le process, mais vous regagnez du temps quand vous devez revenir en arrière sur certains réglages, ça vous évite de devoir tout refaire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.